Bonjour. Donc, nous sommes toujours le mercredi 16 décembre, à la fin, à l'extrême fin de la journée, et je voudrais revenir sur un thème un peu bateau, c'est la question des planètes lentes, c'est-à-dire des planètes au-delà de Saturne notamment. Et on nous parle aussi de cycles de 500 ans. Tout ça, c'est de la grosse plaisanterie, c'est de la mascarade, c'est de la farce. Parce qu'on nous dit par exemple, voilà deux événements séparés de quelques centaines d'années. Vous voyez bien à quel point ils se ressemblent. Alors, moi, je veux bien qu'on présente. Bon, moi, ça ne me gêne pas qu'on compare deux événements, ça ne me gêne pas. Mais qu'on laisse entendre que ces deux événements sont connectés, ça, c'est une plaisanterie. Ils ne sont pas ils sont pas connectés. Ils se ressemblent, mais ils ne sont pas connectés. Pourquoi ils ne sont pas connectés? Parce qu'il y a des dizaines d'autres événements du même ordre qui s'intercalent entre ces deux événements. Donc, par conséquent, quand on a des signes courts, des cycles courts, des cycles de 7 ans, 10 ans, 30 ans, il est évident qu'on va les retrouver à 3, 4 siècles, ou 10 siècles, ou 1000 ans d'intervalle. Ça ne prouvera pas pour autant qu'il y a une quelconque connexion entre les deux dates. C'est comme si vous me disiez que aujourd'hui il a plu et qu'il y a 1000 ans il a plu et qu'il y aurait donc une connexion entre les deux moments. C'est n'importe quoi. Or c'est un peu ce qu'on entend. Alors évidemment je comprends très bien, on veut à tout prix sauver l'astrologie, on veut valider l'astrologie telle qu'elle est venue. Donc tous les moyens sont bons à n'importe quel prix. Tous les stratagèmes, tous les expédients sont recevables dans ce cas de figure, n'est-ce pas? Non, mais il ne faut pas se moquer du monde. Il y a les cycles. Comment peut-on prouver qu'il y a un cycle long? Prouvez-le-moi qu'il y a un cycle long. Prouvez-moi que il faut attendre 30 ans ou 100 ans pour que tel type d'événement revienne. C'est ça qu'il faut me prouver. Vous vous rendez compte de ce que ça représente? Prouver qu'il ne s'est rien passé du même ordre pendant entre-temps? C'est n'importe quoi. Il faut vraiment être une grosse naïveté, une grosse crédulité pour se laisser convaincre par des arguments aussi débiles que de dire, voilà, voyez-vous, il y a un événement qui s'est produit à ce moment-là, et puis 500 ans avant, il y avait un autre événement, vous voyez bien, ça se ressemble, c'est des mêmes choses. C'est comme, par exemple, je crois que c'est Toynbee qui comparait, euh, je sais pas moi, le début de l'époque romaine avec le 19 ou le 20e siècle, je sais pas quoi, il voyait des points communs. Il disait, voilà, ça prouve bien qu'il y a il y a un retour des mêmes situations, des mêmes configurations, à 2000 ans d'intervalle. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi c'est n'importe quoi? C'est pas les observations elles-mêmes qui sont n'importe quoi. À la limite, pourquoi pas? C'est le fait de laisser croire qu'il y a une espèce de connexion entre ces deux dates. Elles ne sont pas plus connectées que des centaines d'autres dates. Pour prouver qu'il y aurait une connexion spécifiquement entre ces deux dates, il faut se lever de bonne heure. Hein. Bon. Donc voyez-vous, ça c'est inacceptable, c'est irrecevable. Je crois d'ailleurs très franchement, pour ma part, que l'astrologie peut très bien se contenter de cycles courts. Et ces cycles courts, ils ne sont pas du tout incompatibles avec la longue durée, puisque ces cycles courts, ils reviennent régulièrement, donc effectivement, ils introduisent une continuité de toute façon. Et cette continuité peut très bien, sur plusieurs millénaires, peut très bien se faire avec des cycles courts. Ces cycles courts qui reviennent, c'est comme par exemple, ben oui, la journée elle revient tous les jours, et puis bon, ben, ça peut durer des milliers d'années cette journée. Est-ce qu'on va parler de, alors donc il y a une façon d'entendre la notion de cycle long ou de longue durée qui est totalement dérisoire. Ça n'a rien à voir. Les astrologues ont cru qu'ils allaient pouvoir valider leurs travaux sur les nouvelles planètes en recourant, en utilisant la problématique de la nouvelle histoire. Mais c'est une plaisanterie. Plaisanterie.
on doit travailler sur des séries, et si les séries, il faut savoir quelle est la durée de la série, la durée des séries. J'avais lancé il y a quelque temps la notion d'unité astrologique de temps, UAT. En disant, voilà, d'ailleurs c'est une question qu'on n'a pas abordée à ce colloque, que j'aurais pu aborder. Ça aurait été amusant d'ailleurs, de voir les réactions. Est-ce qu'il y a par-delà la diversité des méthodes, des facteurs, etc., est-ce qu'il y a un temps astrologique qui est récurrent et qui est d'une certaine durée? Voilà. Moi, je répondrais que ce temps astrologique, oui, il existe. À mon avis, il peut se découper en période de 7 ans, par exemple, je pense. Tous les 7 ans, il y a quelque chose de comparable qui revient. Et vous prenez n'importe quelle période, n'importe quelle année, vous projetez 7 ans en avant, en arrière, etc. Ça va revenir. Et vous, je crois que c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est ça la longue durée, la véritable longue durée. On ne doit pas laisser. Alors, on ne doit pas laisser. Bon, moi j'ai proposé aussi un cycle de 15 ans. Mais en fin de compte, bon, pourquoi pas, c'est pas mal. Mais il faut le faire de manière systématique. Alors, cela dit, on peut nous objecter aussi, alors ça c'est un problème assez compliqué, que, d'ailleurs ça a été fait pendant ce colloque à un moment donné, que il faudrait travailler sur un seul et même pays. C'est pas faux, quelque part. C'est pas faux. Mais je ne pense pas que ce soit justifié et nécessaire. Pour moi, les pays ne correspondent à aucune réalité astrologique de toute façon. Jusqu'à preuve du contraire. Donc l'humanité est une, et ce qui est important, c'est que les choses se passent quelque part au sein de cette humanité. Parce que quand ça se passe, on sait très bien, c'est l'effet papillon, quand ça se passe quelque part, il y a des ondes comme ça qui font que ça se répand ensuite. Donc le point d'impact, c'est pas très important. Hein. Du moment qu'ensuite ça se répand, et ben, finalement tout le monde est concerné. On sait que par exemple des événements comme 1848 ou 1968 en France ont eu des répercussions sur d'autres pays. Voyez-vous, ça se transmet. Donc ne pilotons pas sur le. Même 1989 a eu des effets considérables à toutes sortes de niveaux. Ne pilotons pas sur la nécessité que les choses doivent se produire dans un certain pays. Ce n'est pas forcément le cas. Ça dépend des conditions, de l'environnement, des particularités, de la conjoncture, etc. Bon, donc, n'allons pas trop loin dans cette direction. D'ailleurs, André Barbeau lui-même, dans son indice de concentration planétaire, avait totalement renoncé à toute forme de localisation des événements, hein, on le sait. Il pensait qu'il fallait montrer qu'il y avait une sorte de solidarité au sein de toute la planète, hein, de toute la Terre, et qu'il n'était pas nécessaire de faire ça. N'oublions pas que son indice de concentration planétaire, pour ceux qui l'auraient oublié, est postérieur à ses travaux sur le cycle Saturne-Neptune, qui était déjà là dans les années 50, et qui d'ailleurs il avait travaillé avec son frère Armand. Donc ne mélangeons pas tout, il y a une chronologie de travaux de Barbeau, hein, comme il y a une chronologie de travaux de Gauquelin, d'ailleurs, comme je l'ai montré lors du colloque. Il y a un moment donné où il s'intéressait aussi de Saturne-Neptune, notamment lors de la mort, juste à la veille de la mort de Staline. Et puis, au cours des années 60, il y a eu quelques déconvenues, et c'est cela qui l'a conduit à reprendre les travaux d'un Bouchon sur le pouvoir rassembler plusieurs planètes lentes en un seul et même coefficient. Et là, à ce moment-là, il n'y avait plus du tout question de pays. Donc, le pari d'un cycle Saturne-Neptune ancré dans l'histoire de la Russie, c'est quelque chose que Barbeau avait abandonné au cours des années 60. Il faut dire comme elles sont. Et notamment à la suite de son ouvrage sur la crise mondiale de 1965, où il annonçait que la Russie allait rejoindre le niveau des États-Unis. Enfin, il y a eu des choses qui n'étaient pas très sympathiques pour lui, très agréables pour lui. Et donc, par conséquent, il a cherché autre chose. C'est tout à fait légitime et tout à fait courageux. D'ailleurs, les astrologues, souvent, ont été comme ça, conduits à chercher autre chose parce que l'outil qu'ils avaient n'était pas totalement performant.
C'est vrai aussi pour l'école de Hambourg, par exemple. Chère Anila Kerlan, une personne qui était présente avec nous. Et donc, si vous voulez, la localisation, c'est pas une chose très intéressante. En tout cas, ça n'intéressait plus Barbeau. Et puis, évidemment, au moment des événements de 1989, alors là, il a ressorti son cycle Saturne-Neptune qu'il avait plus ou moins remisé de côté, dont il ne parlait plus beaucoup. Parce que, évidemment, c'était trop beau, l'occasion faisant de larron. Et puis, alors là, comme en plus, on sortait d'une décennie qui était décevante par rapport à l'indice cyclique, puisqu'il attendait une troisième guerre mondiale qui ne s'est pas produite au cours des années 80. Et je peux vous assurer, pour être bien placé, qu'à la fin des années 70, c'était vraiment ce qu'on attendait. J'ai même organisé un colloque en 78 sur les grandes conjonctions. Alors donc, c'était inespéré, c'était une divine surprise que d'avoir la possibilité de retomber sur ses pattes et de revenir à son système antérieur, en mettant non plus ou moins de côté le nouveau système qu'il avait élaboré et qui avait eu qui n'avait pas été totalement satisfaisant, même s'il avait été élaboré sur la base des observations basiques sur le fait qu'il y avait deux guerres mondiales, et donc par conséquent il fallait trouver des événements astronomiques plus ou moins satisfaisants pour montrer que ces deux guerres mondiales correspondaient plus ou moins au même schéma dans un graphique de synthèse. Bon, très bien. Et puis après, il est passé à autre chose. Donc, là aussi, voyez-vous, il faut bien comprendre que les auteurs, eh ben, ils changent de point de vue, ils changent de stratégie, ils changent de modèle, ils en élaborent de nouveaux. Gauquelin, je l'ai dit l'autre jour, je reviens là-dessus pour terminer, c'est pareil, il avait publié en 1955 son Influence des astres, et puis finalement, il y avait 3 planètes dans son bouquin, Mars, Jupiter, Saturne, et puis après, bon, il en a rajouté. Il a rajouté la Lune, il a rajouté Vénus. À mon avis, c'était pas très heureux, par exemple. J'en ai pas parlé d'ailleurs dans mon ouvrage de 1992 sur Gauquelin. Ça m'avait échappé à l'époque. Comme quoi, je n'avais pas travaillé assez sérieusement. Enfin, je veux dire que les gens, on ne fait pas toujours attention à ces genres de détails. Il y a l'instinct historique, il y a une discipline intérieure qui fait qu'on finit par voir des choses qu'on n'avait pas vues. Et donc là, effectivement, j'ai été frappé par le fait qu'il y avait 3 planètes, et que ces 3 planètes, Mars, Jupiter, Saturne, étaient beaucoup plus intéressantes, et beaucoup plus pertinentes en tant qu'ensemble. J'en ai reparlé, je ne reviens pas là-dessus, pendant le colloque, que d'inclure, parce que au fond, en incluant la Lune et Vénus, il n'a rien gagné, alors que les 3 planètes, ça correspondait à un ensemble beaucoup plus homogène, avec les 3 castes, avec tout un système ternaire. Et bon, en arrivant à Vénus et la Lune, on arrivait à un truc à 5 facteurs, qui était une cote mal taillée, parce que de toute façon, il n'y avait ni les planètes de la Saturne, ni Mercure, ni le Soleil. Alors, bon. Et alors, je terminerai sur un point qui avait été abordé lors du colloque de dimanche, et sur lequel d'ailleurs il n'y avait pas eu assez de débat, à mon avis. C'était la question de savoir si l'astrologie était la construction des hommes, c'est-à-dire les hommes instrumentalisant le cosmos, ce qui est à mon avis la thèse qui permet le mieux de comprendre les travaux de Gauquelin, et qui permet notamment de comprendre pourquoi il n'a pas le Soleil ou Mercure. Parce que c'est le point de vue de l'observateur qu'il a emporté. C'était les astres que les hommes pouvaient voir collectivement, une sorte de république des astres, où tout le monde regardait le cosmos, et visiblement, ça ne nous intéressait pas tellement d'étudier le groupe Soleil, Mercure, Vénus, qui étaient toujours ensemble, donc qui n'avaient pas d'autonomie, qui ne constituaient pas un ensemble très cohérent sur le plan même du positionnement, parce qu'on ne va pas positionner un ensemble de 3 facteurs. C'est trop confus, c'est trop vague. Donc on l'avait abandonné, à mon avis, et on s'était réservé le groupe de Mars, Jupiter, Saturne, qui est ce que j'appelle, dans une précédente vidéo, le tiercé gagnant. C'est Gauquelin, c'est Mars, Jupiter, Saturne. On va oublier le Gauquelin de la Lune et de Vénus. Voilà.